Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un voyage microscopique vraiment fascinant. L'idée, c'est de comprendre très précisément comment les médicaments interagissent avec la biologie de notre corps, tout au fond, à l'échelle moléculaire. Parce que pour comprendre comment une simple petite pilule arrive à cibler exactement une douleur ou à traiter une maladie complexe, il faut descendre au niveau de l'infiniment petit. Alors, pour bien commencer, posons les bases et séparons deux concepts clés de la pharmacologie qu'on a parfois tendance à mélanger. D'un côté, on a la pharmacocinétique. En gros, c'est ce que notre organisme fait subir au médicament, comment il va l'absorber puis l'éliminer. Et de l'autre, ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est la pharmacodynamie. Là, c'est l'inverse. C'est l'étude de la façon dont cette substance vient modifier notre organisme, physiologiquement et biochimiquement. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, un petit rappel historique pour commencer, puis on ira voir de plus près cette fameuse notion de cible biologique et les liaisons chimiques impliquées. Ensuite, on prendra un exemple très concret avec l'acétylcholine, avant de terminer par les notions d'affinité, d'efficacité et le fameux index thérapeutique. C'est parti pour la première partie. Une petite introduction à la pharmacodynamie. C'est assez incroyable de voir comment, historiquement, on a fini par comprendre que les médicaments ont besoin d'une cible biologique ultra précise pour agir. Prenez le 19e siècle par exemple. Claude Bernard se met à étudier le curare, oui, le poison utilisé sur les flèches de chasse. Et il se rend compte que cette toxine ne frappe pas au hasard, elle cible des fibres très spécifiques du muscle. Ensuite, on a Paul Ehrlich qui découvre la haute spécificité de notre système immunitaire, et un peu plus tard, Langley qui prouve que la nicotine agit de façon très ciblée sur les muscles, même s'il n'a plus de nerfs autour. Bref, toutes ces découvertes ont prouvé une chose capitale, les composés chimiques ne se baladent pas au hasard dans le corps, ils se lient à des macromolécules extrêmement spécifiques. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la cible, ou plus exactement, le récepteur. Pour vraiment visualiser la chose, le plus simple est de penser au bon vieux principe de la serrure et de la clé. Le récepteur biologique, c'est une serrure hyper complexe, et la molécule de médicament, c'est l'unique clé capable de rentrer dedans. Tout ça se résume par cette petite équation fondamentale, M pour médicament, plus R pour récepteur, nous donne le complexe MR. En fait, la première étape, le moment purement physique où l'on glisse la clé dans la serrure, c'est ce qu'on appelle l'affinité. Et la deuxième étape, le fait de tourner la clé pour déclencher une vraie réaction biologique, c'est l'efficacité. Passons maintenant à la troisième partie et zoomons encore un peu plus avec les liaisons chimiques. Si on descend tout au fond, vraiment à l'échelle de l'atome, qu'est-ce qui attire et retient vraiment cette clé dans sa serrure ? Eh bien, la force absolue, la plus puissante, c'est la liaison covalente. Dans ce scénario, chaque atome va littéralement partager un électron avec l'autre pour créer une attache ultra robuste. Concrètement, c'est comme si on venait souder la clé à l'intérieur de la serrure. C'est irréversible à moins qu'une enzyme spécifique ne vienne couper tout ça de l'extérieur. Juste en dessous, en termes de puissance, on trouve les liaisons ioniques. Là, c'est une histoire de charges opposées qui s'attirent mutuellement, un peu comme des aimants. Par exemple, un atome de sodium chargé positivement va être irrésistiblement attiré par un atome de chlore chargé négativement. Et c'est cette attraction électrostatique qui est absolument vitale pour bien positionner notre médicament juste devant sa cible. Ensuite, il y a les liaisons hydrogènes. Ce sont des liaisons un peu plus subtiles. Elles utilisent un simple proton pour aller capter des paires d'électrons sur des atomes donneurs, comme de l'oxygène ou de l'azote. Ça crée des ponts très délicats entre les atomes, c'est vrai, mais ils sont absolument indispensables pour garantir la structure précise du complexe qui est en train de se former. Et pour finir de figer tout ça, des liaisons de coordination viennent créer des structures cycliques complexes. À ça s'ajoutent les fameuses forces de Van der Waals, de toutes petites distorsions dans les nuages d'électrons qui agissent comme des micro-aimants. C'est fou quand on y pense, parce que c'est la somme de toutes ces forces microscopiques, presque invisibles, qui vient verrouger à la perfection la molécule sur sa cible. Pour rendre ces liaisons chimiques abstraites beaucoup plus concrètes, passons à notre quatrième partie avec un exemple parfait, l'acétylcholine. Immergeons-nous dans l'un des endroits les plus frénétiques du corps humain, la jonction neuromusculaire. À cet endroit précis, l'acétylcholine est notre neurotransmetteur star. Elle est relâchée dans la fente synaptique et doit traverser à toute vitesse pour trouver ses récepteurs de l'autre côté afin de transmettre l'information de façon fulgurante. Ce qui est vraiment génial à observer ici, c'est à quel point l'anatomie de l'acétylcholine s'emboîte parfaitement dans le récepteur. C'est une vraie chorégraphie millimétrée. La charge positive vient s'aligner sur son écho négatif, deux petits groupes méthyl viennent se loger pile dans la cavité prévue sur mesure pour eux. Boum, les forces de Van der Waals s'activent pour stabiliser le tout, et pour couronner le tout, un atome d'oxygène vient sceller l'ensemble avec un pont hydrogène. Tout ça nous prouve que l'efficacité biologique de notre corps, c'est avant tout une histoire de géométrie structurelle parfaite. Ce qui nous amène à la cinquième partie, qui relie le microscopique au monde réel, l'affinité, l'efficacité et la dose.
Quand on dézoome un peu de notre niveau atomique, on comprend vite que ce sont ces minuscules liaisons qui vont directement dicter le dosage d'un médicament en clinique. Et c'est là qu'il faut absolument distinguer deux choses, l'affinité et l'efficacité. Reprenons l'acétylcholine. Elle a une affinité énorme. Elle s'accroche direct à son récepteur, donc il ne faut qu'une dose minuscule pour que ça marche. A l'inverse, on a des substances comme l'arécoline. Elle va peut-être avoir besoin d'une concentration beaucoup plus forte pour réussir à rentrer dans la serrure, mais attention, une fois en place, son efficacité est redoutable, et la réponse biologique générée par le corps est infiniment plus violente. Ce qui nous mène tout naturellement à la dernière partie, la 6e, et certainement la plus vitale pour les patients, l'index thérapeutique et la sécurité. Parce qu'au final, toute cette incroyable mécanique de précision sert à une chose très concrète en médecine, calculer ce qu'on appelle l'index thérapeutique. C'est le ratio mathématique très strict entre la dose qui va réussir à soigner un patient et la dose qui bascule dans la toxicité. Et ça nous démontre de façon éclatante que ce même mécanisme de clé et de serrure, capable de sauver un organisme, peut, s'il est un tout petit peu forcé, provoquer une surdose fatale. Finalement, cette simple équation de l'index thérapeutique nous laisse sur une vraie réflexion quant à la précision chirurgicale qu'exige la médecine moderne. Quand on y pense, il suffit parfois d'un minuscule changement de charge électrique ou d'une fraction de milligramme pour transformer un remède miracle en un danger imminent. Ça force le respect, non ? De réaliser à quel point l'équilibre biochimique de notre organisme repose sur une mécanique à la fois invisible et d'une délicatesse absolue. C'est fascinant de se dire que la puissance de tous nos traitements actuels se joue en réalité dans cet infiniment petit.